Bon alors c'est pas le tout, mais qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Eh ben j'ai du Languedoc, et plus précisément du Terrasse du Larzac, avec le Clos Constantin sur la cuvée Eusiera, qui vous est présenté sur le millésime 2022. Et ça putain, qu'est-ce que c'est bon! Le Clos Constantin, c'est tout simplement l'un de mes plus gros coups de cœur du dernier salon millésime bio, et pour ne rien vous cacher, je voulais déjà vous présenter cette cuvée pour la sélection de mars ou de mai, mais rime riche, c'est tellement bon qu'il n'avait malheureusement plus assez de volume, et du coup, j'ai décidé de reporter à cette fin d'année. Cette cuvée, je l'ai découverte grâce à Maxime Agostini, un pote caviste qui tient d'ailleurs les fabuleuses caves Agostini à Marseille dans le 4e. C'est une personne en qui j'ai une totale confiance dès qu'il s'agit de dégustation, et donc sur le salon, je lui ai dit, Maxime, t'aurais pas une pépite à me présenter? Il me dit, si tu ne connais pas le Clos Constantin, il faut que je t'y emmène, c'est des Terrasses du Larzac, future référence, et je suis entièrement d'accord avec lui. C'est un jeune duo de vignerons qui s'est installé, je crois, en 2015, donc c'est quand même un domaine relativement récent, et qui, clairement, pour moi, vont devenir des ténors de l'appellation, des incontournables. Au nez, c'est superbe de complexité. Fruits noirs, myrtille, fraises des bois, garrigue, épices douces, poivre blanc, café et même une fine touche de cannelle. Et au palais, je trouve ça fabuleux parce que c'est tout dans la souplesse. Si vous voulez, les Terrasses du Larzac, on se retrouve parfois avec des vins qui sont vraiment dans la puissance, l'opulence, la démonstrativité. Là, c'est tout sur l'équilibre, la souplesse, la fraîcheur, avec un côté, une bouche très juteuse. C'est tendu, avec un alcool parfaitement intégré et une matière tellement ciselée. Et hormis les tanins qui, à mon humble sens, mériteraient encore quelques semaines pour être totalement intégrés et contribuer encore plus au velours de la bouche, pour le reste, j'ai absolument rien à le reprocher, c'est juste foncez. Allez, toujours dans le Languedoc, mais ce coup-ci, en vin blanc, je vous présente le grand vin du domaine de Pélissol, dont vous avez peut-être déjà entendu parler sur cette chaîne, qui est un assemblage entre le millésime 2020 pour le côté chaleureux et la puissance, et 2021 pour les acidités. Et on va pas y aller par quatre chemins, pour moi, c'est peut-être top 5 des plus grands blancs que je n'ai jamais dégusté de toute ma vie. Oui. En septembre dernier, pour la foire au vin, j'ai décidé de vous présenter les ultimes bouteilles de Vincent. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais il a décidé d'arrêter le domaine, et malheureusement, ce blanc est son ultime millésime. Enfin, ses ultimes millésimes. Fin août, je reçois donc son rouge et son blanc, je déguste son rouge, ok, sélection foire au vin de septembre, et donc on est vendredi soir, je suis en train de bouquiner sur mon canapé, et j'en profite pour essayer le vin. Je retrouve ce nez dont je suis absolument friand, avec ses notes notamment de mandarine / d'écorce de mandarine. J'y retrouve aussi des notes d'orange légèrement confites, de melon, de fleurs d'oranger et même d'un côté fine pâte d'amande. Je laisse le vin danser et s'ouvrir dans mon verre et au bout d'un moment je me dis mais en fait ça sent comme le calisson d'Aix. Vous savez, ces petites confiseries? C'est exactement ça, c'est d'une richesse, d'une complexité, avec des notes un peu épicées. Et là, vous allez me dire, mais vu le nez, forcément, on va se retrouver avec un blanc doux. Et que nenni! Vincent ayant vinifié en Alsace, il adore les vins qui sont sur l'acidité, et ça se ressent totalement dans ce vin qui, au passage, est un 100% muscat. Au palais, c'est tout sur la tension et la fraîcheur, même si sa matière reste malgré tout assez ronde et chaleureuse, mais avec une telle pureté qui, d'après Vincent, s'explique par les 10% d'élevage qu'il a réalisé en amphore. Et clairement, j'étais juste dans mon canapé, un brin hébété, bluffé, et à me dire que waouh, putain, pour seulement 16,95, je venais peut-être de déguster l'un des plus grands blancs de toute ma carrière. Et ça, typiquement à Noël, si vous en avez ras la casquette de l'accord foie gras sauterne, je pense que ce n'est tout justement sur les agrumes un peu confits, melon, calisson d'Aix, etc. Avec la tension et la fraîcheur, ça se mariera à merveille. Bref, ciao l'artiste, et merci pour ces vins. D'ailleurs, en parlant d'artiste, Brian Deleu, mon gars sûr de la vallée du Rhône Nord, où je lui ai pris 3 cuvées, et on va attaquer avec sa cuvée Hurlu, qui est une Syrah. C'est IGP vin de pays ou c'est vin de France? Vin de France. Brian Deleu, je l'ai toujours dit et je le répéterai sans cesse, pour moi, c'est l'un des top 5 des vignerons de la vallée du Rhône Nord. Je suis même tellement fan de ces vins que, pour ne rien vous cacher, à la base, je devais sortir en novembre un épisode de J'irai trinquer chez vous, consacré uniquement à Brian. Le souci, c'est que 3 jours avant qu'on aille tourner, il s'est ramassé un orage de grêle assez massif et que du coup, il avait pas forcément la tête à ça. Donc, on a dû reporter le tournage à l'année prochaine et j'en suis le premier dégoûté. Il n'empêche que 3 cuvées. Sa première, Hurlu. L'idée, c'est la Syrah qui donne le tempo des vins rouges du domaine. Fruits rouges bien mûrs, le côté poivre noir et violette si typique des Syrahs de la vallée du Rhône Nord avec pas mal de fraîcheur, ainsi qu'un côté végétal noble. En bouche, c'est fin et très croquant, mais en même temps avec des tanins qui apportent une jolie amertume. On retrouvera aussi sur la finale des notes de cendre et de fumée, finale qui vous amènera sur beaucoup de pureté et de droiture. Mais
bien évidemment, pour moi, la très grande cuvée en rouge du domaine, c'est la cuvée Exord que je vous avais déjà présentée l'année dernière sur le millésime 2021, mais là pour 2022, on monte d'un cran, qui est un Saint-Joseph et qui pour moi est peut-être ma cuvée de Saint-Joseph préférée. Et vous savez quoi, si demain la peine de mort était rétablie et que je devais terminer ma vie sur un Saint-Joseph, ça serait sur cette cuvée. Au bouquet, c'est d'une telle complexité que vous m'excuserez, mais je vais me permettre de relire mes notes. Des notes complexes de fourrure, de viande carnée, de chorizo, ou chorizo, je sais jamais comment on dit, caramel au beurre salé, de tabac blond, de grillé toasté, de violette ou encore de sirop de groseille. Au palais, c'est frais avec une acidité pure et saline et un alcool franchement très bien intégré. C'est structuré mais en même temps c'est pas trop dans l'opulence. C'est profond, c'est aérien. La seule petite chose c'est que je pense que ça aurait besoin, allez, 2-3 mois pour vraiment se faire. On sent que ça en a sous la pédale, on sent que les tanins sont là, mais il faut comprendre qu'avec les vignerons, il y a le temps du vin et le temps commercial. Un vigneron aussi demandé que Brian, puisqu'il a seulement 5 hectares, ne peut pas se permettre de ne pas avoir de vin à vendre pendant 6 mois. Donc dès que les élevages sont terminés, il les propose, mais par rapport au temps du vin, je pense que effectivement, vers Noël, ça devrait commencer à bien goûter, mais n'hésitez pas à lui donner encore 3 à 6 mois, et là je pense qu'on pourra doucement commencer à en prendre la pleine mesure. S'agissant d'une des adresses les plus courues de la vallée du Rhône-Nord, inutile de vous dire que premier arrivé, premier servi. Ah oui, j'allais presque oublier, j'ai aussi pris son condrieux. Vous savez, c'est une petite appellation de la vallée du Rhône-Nord où on fait des blancs, des 100% viogniers qui, paraît-il, sont plutôt sympathiques. CF, mon épisode de Cépage sorcier consacré aux viogniers. Et alors, que vous dire sur le condrieux de Brian? Eh ben, ce que je vous dirais, c'est que Brian est quelqu'un qui aime les vins qui sont sur la tension et les acidités. On a un peu la même philosophie concernant le viognier qui consiste à dire que c'est un cépage qui peut très rapidement être dans le trop et qu'il faut contrôler ses maturités et lui c'est exactement ce qu'il fait, il contrôle ses maturités et du coup ça donne un superbe équilibre entre de la salinité, de l'amertume et en même temps avec un jus d'une belle matière mais sans aucune lourdeur. Au nez, verveine, citron jaune, muguet, noyau d'abricot, ainsi qu'un côté calcaire mais qui se retrouvera plus en bouche. Bref, malgré une année ultra solaire, il a réussi à sortir un très grand vin, et là encore, s'agissant de l'appellation reine des blancs de la vallée du Rhône-Nord, peu de quantité. Toujours en vallée du Rhône-Nord, en blanc, à appellation Saint-Joseph, avec Sylvain Gauthier, qui est vigneron au domaine des Pierres Sèches sur le millésime 2021, et ça, eh ben, c'est top 5 des plus grands blancs que j'ai dégustés de toute ma carrière, en vallée du Rhône-Nord. Ça vous pose un peu les bases. Sylvain Gauthier, c'est un jeune vigneron d'origine mosellane, je crois, qui a repris un petit domaine de 10 hectares situé à Ozon, dans l'Ardèche, dans un lieu absolument magnifique, avec des terrasses qui dominent toute la vallée, bref, superbe. Et sur ces 10 hectares, il a seulement 3 hectares pour produire du blanc, et ça a été mon plus gros coup de cœur en blanc du salon découverte en vallée du Rhône. Quand je suis allé récupérer les vins au domaine, il me disait que ça avait cartonné son blanc, et je comprends pourquoi. C'est un 100% Roussanne, sachant que souvent en vallée du Rhône-Nord, c'est des assemblages Roussanne-Marsanne. La Marsanne plutôt pour l'opulence, la Roussanne plutôt pour l'élégance. Et ce que j'aime, c'est que là encore, on n'est pas sur un vin qui est trop dans la démonstrativité. Pour rien vous cacher, je suis pas un ultra enthousiaste justement des Roussanne-Marsanne de la vallée du Rhône-Nord parce que je les trouve souvent trop pâteaux. C'est souvent trop boisé, trop beurré toasté, trop démonstratif. Là, pas du tout. Au nez, vanille bourbon, citron jaune, abricot, beaucoup de fleurs blanches, un côté pierre calcaire, et enfin aussi un côté miel. En bouche, c'est tout en souplesse et en légèreté, mais en même temps avec de la fraîcheur, et malgré tout une espèce de fine amertume, une fine structure. Et en toute objectivité, je vous le disais en introduction, pour moi c'est top 5 des plus grands blancs de la vallée du Rhône-Nord, et très très joli qui. On va ensuite partir en Bourgogne. Oui, de la Bourgogne sur Vinstache. Et plus précisément à la maison Édouard Delaunay, où j'ai sélectionné 3 cuvées, et on va commencer par le Bourgogne, appellation régionale, septembre 2022. Alors, lors de la fameuse dégustation des 33 grands crus dont je vous parlais dans l'épisode de Ce vin qui m'a marqué consacré à la Romanée Conti, le tout dernier vin que l'on a dégusté en réalité, c'était un Clos Vougeot 2019 à la maison Édouard Delaunay, où on nous a emmené directement à la maison. Je vais pas vous mentir, quand j'ai entendu maison de négoce, je me suis dit, oh, moi je préfère les petits vignerons, et j'avais totalement tort parce que c'est une histoire absolument géniale et les vins sont d'une qualité remarquable. La maison Édouard Delaunay, ça commence malheureusement par une histoire assez triste. Le vigneron qui est à la tête de la maison aujourd'hui, Laurent, devait récupérer la structure à la fin des années 90 et travailler avec son papa, mais malheureusement celui-ci a été atteint de Alzheimer, et si je me permets de parler de ça, c'est parce que lui-même, il communique dessus dans des interviews, des podcasts, bref, je révèle pas un secret de polichinelle. Et du coup, 25 ans, à la tête d'une maison de négoce, il sentait qu'il allait pas y arriver, qu'il avait pas les épaules. Donc, il a revendu à contre-cœur la maison. Il est parti dans le sud de la France avec sa femme
pour créer les Jamel, et 15-20 ans plus tard, il a décidé de racheter la maison de négoce, une fois après avoir acquis de la trésorerie et de l'expérience, et du coup il a voulu reprendre possession de son patrimoine, et c'est comme ça qu'il a repris la maison Édouard Delaunay. Bref, c'est une histoire de famille que je trouve très touchante, et en plus Laurent, qui si je ne dis pas de bêtises, a pris la tête de la présidence de l'interprofession des vins de Bourgogne, est un mec adorable, et je suis très heureux de savoir qu'une région de tel prestige a à sa tête quelqu'un qui est capable de garder les pieds sur terre. Je pense que c'est un vrai atout pour la Bourgogne. La cuvée septembre, donc, eh ben c'est tout simplement la cuvée qui donne le tempo du domaine. C'est un assemblage de pinot noir principalement entre la Côte de Nuits, la Côte de Beaune. Je sais pas s'il y a de la Côte chalonnaise, par contre je sais qu'il y a un petit peu de pinot noir du Beaujolais sur le secteur des Pierres Dorées. Les pinots noirs du Beaujolais en appellation Bourgogne, c'est une longue histoire, je rentrerai pas dans le débat. Le résultat pour moi, eh ben, c'est une superbe introduction au vin rouge de Bourgogne. Même pour un pinot noir de tous les jours, eh ben, je trouve que ça a beaucoup de profondeur. Déjà, il y a beaucoup de fruits rouges qui sont accompagnés par de jolies notes de poivre noir. Et il y a ce côté très animal qu'on retrouve sur les Bourgognes que j'adore et qui vous emmèneront sur une finale avec des belles notes de grenadine et finement réglissées. Il y a même quelques notes de cendre et de fumée à l'ouverture. Le palais, c'est typique de la Bourgogne, fin, aérien et avec beaucoup de tension, mais en même temps, ça garde un côté très croquant, juteux, croquant, salivant et avec une superbe minéralité qui vous emmène sur une finale droite et digeste. Et sur leur cuvée un peu plus énervée, j'ai sélectionné 2 références. Toutes les 2 viennent de la Côte de Beaune et toutes les 2 sont sur le millésime 2019 qui, pour moi, est vraiment un millésime dont je suis absolument fan en Bourgogne. Et on commence donc avec la cuvée Vieille Vigne 2019 en appellation Savigny-les-Beaunes et c'est un climat village. Enfin, ce sont des climats village. J'ai mis le pied à l'étrier avec les Savigny-les-Beaunes, avec le domaine Chandon de Briaille qui m'a fait découvrir cette appellation. Et depuis, j'ai toujours gardé un petit côté chouchou Madeleine de Proust. Forcément, par rapport aux rouges de la Côte de Nuits, les rouges de la Côte de Beaune sont toujours restés un peu dans l'ombre. Et ça fait qu'on peut encore trouver des rapports prix-plaisir relativement corrects en village sur la Bourgogne, et notamment à Savigny-les-Beaunes. Le bouquet, c'est complexe. Grenadine, chocolat noir, encens, poivre noir, fin boisé, mais pas le boisé qui est dans l'opulence où ça sent la planche de pain, non, non, rien à voir. Elles sont juste là pour accompagner le nez et pour apporter aussi un peu de matière. Et comme c'est un vin de 4 ans d'âge, et bah bien évidemment, on retrouve ce côté, on dit que le vin, il pinote. Sol forestier, noyau de cerise, ça pinote quoi. En bouche, c'est croquant et ça a une superbe mâche. La matière est totalement en place, c'est droit, avec des tanins d'un superbe velours. Je trouve que là, à l'instant T, il est parfaitement en place. Et typiquement, si vous avez des viandes raffinées, pour Noël, ça peut être un carton total en termes d'accord. Et enfin, je m'éterniserai pas des masses sur le Beaune premier cru climat Les Grèves, qui, selon le domaine, est peut-être le plus beau climat pour les vins rouges de Beaune. J'en ai pris vraiment très peu, j'en ai pris 36 bouteilles et au moment où je tourne, il en reste déjà plus que 24. Pour vous faire un topo très rapide, je vous dirais que c'est un Savigny-les-Beaunes plus. Plus de concentration, plus de matière, plus de potentiel. Par contre, actuellement, c'est moins en place que le Savigny-les-Beaunes. Normal, c'est un premier cru, donc c'est un vin de plus longue garde. Donc je pense qu'on commencera doucement à en prendre la mesure à partir de 3 ans. C'est pas donné, c'est de la Bourgogne, mais bon, c'est Noël, donc je me suis dit, allez, je suis sûr qu'il y aura toujours quelques personnes qui seront friandes de découvrir ce genre de cuvée. Ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, les Savenières de Loïc May, qui est un vigneron qui a, je dois bien le dire, un très joli prénom. Et je vais principalement vous présenter sa cuvée Sablé Schiste 2020, qui est la cuvée là aussi qui donne un peu le tempo du domaine. Et... c'est superbe. Évidemment, comme je vous ai fait un épisode de rentrée qui était consacré au vin de Loire, je voulais vous présenter de très beaux Loirs. Savenière étant l'une des appellations reines des blancs secs et en plus réalisée à partir du cépage chenin qui, vous le savez, est l'un de mes chouchous. Ça fait très longtemps que je voulais vous présenter les vins de Loïc May. C'est comme son nom l'indique, un assemblage de chenin réalisé entre des sols de sable et de schiste. Les sols de sable gardant peu l'eau, c'est plutôt pour la tension, et le schiste, là, c'est plutôt pour l'opulence. Et retenez bien le terme d'opulence parce que là, on est clairement sur un chenin avec du corps, de la matière et de la démonstrativité. C'est structuré, c'est harmonieux, c'est finement concentré, mais ça garde quand même de la salinité. Mais attendez-vous quand même à un Savenière riche. Au nez, fruits jaunes, ananas, noisettes torréfiées, un côté très blé mûr que j'adore et que je retrouve tout particulièrement sur les Savenières qui pour moi est un peu la marque de l'appellation, et enfin de la fumée ainsi qu'une fine pointe de camomille.
C'est une fine production, c'est tout en bio et je trouve que c'est une magnifique introduction au Savenir. Enfin, j'ai vraiment pris très peu de volume sur sa cuvée Fougeray 2016, qui est l'une des très grandes cuvées parcellaires du domaine, mais objectivement, de tout ce que j'ai goûté en Savenir, ça s'inscrit facile dans mon top 5. Allez, puisqu'on est dans la Loire, on continue et on va ce coup-ci plutôt dans la partie centre-est, puisqu'on va à Pouilly-Fumé, où je vous présente les vins de Marielle Michaud, avec la cuvée Les Bois 2022. Je ne vous referai pas forcément le topo sur Marielle Michaud, puisque je vous ai déjà présenté son Pouilly-sur-Loire, qui était un chasselas pour la foire au vin de septembre. Je voulais initialement vous présenter aussi ces Pouilly fumés en septembre, mais ils étaient encore en élevage, donc je vous les présente pour cette sélection de novembre. Et j'ai adoré sa cuvée Les Bois, alors que pourtant, je suis pas un grand enthousiaste des Sauvignons, mais là, je dois bien reconnaître que ça a totalement cliqué. Au nez, c'est éclatant de fraîcheur, avec des notes de tarte au citron, d'agrumes, de buis, d'herbes fraîchement coupées ou encore de silex. C'est vraiment un Sauvignon d'une superbe maturité et avec un très beau côté végétal, mais un végétal noble, pas ce végétal plan-plan des Sauvignons au rendement beaucoup trop élevé. C'est rond, c'est sensuel, c'est bâti sur une superbe acidité et ça vous emmènera sur une finale structurée, minérale et avec de délicieuses notes de fruits jaunes. Ça a beau être jeune, je trouve que c'est déjà bien en place et par rapport à la cuvée que je vais vous présenter juste après, et clairement, entre les deux, si je devais en déguster une pour Noël, je partirais sur celle-là parce que l'autre, c'est plus une cuvée de garde. Et l'autre cuvée, c'est l'une des très grandes cuvées du domaine, c'est la cuvée minérale avec sa magnifique bouteille dans un verre opaque. Là aussi, on est sur du très beau puisqu'on est notamment sur des terroirs d'argile à silex qui font partie des terroirs les plus rares de Pouilly-Fumé. C'est donc moins en place que les Bois 2022. Par contre, on sent que ça en a sous la pédale. Un nez assez opulent de pêche blanche bien mûre, de tarte au citron, de pierre calcaire, de silex, de réglisse ou même encore de poivre blanc. Au palais, cette cuvée porte très bien son nom puisque c'est plein de tension et de minéralité, mais la matière en même temps reste riche, dense et gorgée de fruits. La finale est longue et salivante, c'est vraiment un Pouilly-Fumé de belle garde, je pense qu'on peut aller facile sur les 7-8 ans, mais voilà, n'hésitez pas à lui donner encore un tout petit peu de temps. On part ensuite à Bordeaux et plus précisément dans l'appellation Lussac-Saint-Émilion, au château de la Grenière avec la cuvée de la Chartreuse 2019 et ça fait bien longtemps que je n'avais pas eu un aussi gros coup de cœur pour une grande cuvée de Bordeaux. Au château de la Grenière, il y a notamment Audreyne Dubreuil, jeune vigneron et énologue qui m'a proposé de venir déguster ses vins sur Wine Paris et j'ai vraiment bien fait parce que ça a été, comme dit précédemment, un très joli coup de cœur. Lussac-Saint-Émilion, ça fait partie des appellations qu'on appelle satellites de Saint-Émilion, qui est située au nord de Saint-Émilion, et Audreyne m'expliquait que c'est une appellation avec un taux de pluviométrie qui est plus important que son aîné. Et du coup, si par le passé ça pouvait être un peu un désavantage parce que les vins avaient moins de maturité, aujourd'hui avec le dérèglement climatique, au contraire c'est un vrai atout, puisque ça permet aux vins de garder beaucoup de fraîcheur et cette cuvée en est une très belle démonstration. La cuvée de la Chartreuse, c'est l'une de leurs cuvées d'élite et en plus elle vous est présentée sur le millésime 2019, qui est un millésime très sérieux à Bordeaux. Le bouquet, j'adore, c'est typique des Bordeaux avec un peu de maturité, avec ses notes notamment de crème de cassis, de fruits à baie noire, de café, de fin boisé, et même ce côté truffe noire qui est l'un des marqueurs des grands Bordeaux qui vieillissent. En bouche, grosse dominante de Merlot oblige, on est plutôt sur la souplesse, le côté juteux et l'élégance. Les tanins sont présents mais pas surabondants, son élevage barrique lui apportera juste ce qu'il faut de structure, et on ira sur une finale gorgée de fruits rouges et avec un côté végétal noble. C'est typiquement ce que les Américains appelleraient un vin de méditation, et ça avec des viandes chasseurs, type, je sais pas, un civet de sanglier, un truc comme ça. Je pense que ça peut faire un très joli accord. On part ensuite dans le plus grand vignoble du monde, dans le Beaujolais, où je vous présente les vins de Raphaël Chopin, qui est l'un de mes vignerons, allez, top 5 du Beaujolais, c'est un vigneron dont j'aime beaucoup le travail, et avec la cuvée Archambault 2020, son Morgon. Et sa cuvée Archambault, c'est tout simplement mon Morgon favori. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'autres arguments pour vous convaincre? C'est un nez complexe de raisins frais, de vanille bourbon, de cerises noires, d'eucalyptus, de musc, de poivre noir, et même encore d'une pointe de torréfaction. C'est fin, c'est pur, c'est racé, du velours, de la finesse, de l'élégance, bref, il m'en reste plus que 90 bouteilles, je crois. Donc n'attendez pas pour ceux qui veulent vraiment se faire plaisir. Et toujours sur le même millésime, j'ai pris sa cuvée Les Braves en Régnier. Régnier, c'est pas forcément l'appellation que je préfère dans le Beaujolais, mais là je trouve que tout est là. C'est des notes pures de raisins frais, de menthol, de cerises, de poivre. Et ça, cette droiture et cette tension que le Morgon n'a pas forcément. Le Morgon étant quand même plus un vin de structure en comparaison. Là, c'est tendu, fin, aérien, salin. Et c'est vraiment une très belle quille. Enfin, pour terminer, j'ai pris 24 bouteilles de sa grande cuvée, le Régnier Gaïa, et 24 bouteilles de son blanc, mais il en reste déjà plus que 6 bouteilles.
Donc voilà, allez voir les fiches vin, là je vais pas faire tout le pitch, cette vidéo est déjà bien assez longue. Et on va terminer sur un vin qui fera peut-être débat, mais qui pour moi a peut-être été mon vin de l'année, l'une de mes plus grosses claques, en tout cas ça c'est sûr, avec le Clos Milan 2020 du domaine Henri Milan, avec sa super étiquette qui n'est pas qu'un test pour savoir si vous êtes daltonien. Alors pourquoi est-ce que ce vin va faire débat? Parce que le domaine Henri Milan est clairement connu pour être très nature et avec un côté très anarchiste. Et je sais que ça, forcément, ça va vous faire peur. Il faut comprendre que chaque année, je vais de salon en salon, je goûte, je déguste, et je dois tester à peu près 2000 cuvées par an. De jolis vins bien faits, où il n'y a rien à leur reprocher, j'en goûte tout le temps, mais forcément, il y a un côté, c'est des grands classiques, et là, c'est pas du classique, et c'est un vrai putain de vin qui m'a laissé une vraie putain d'émotion un instant T. La première fois que je l'ai dégusté, c'était dans un restaurant assez pointu en termes de vin, et on me l'a fait découvrir à l'aveugle, j'ai mis mon nez là-dedans et je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais de grosses dominantes de graines de moutarde à l'ancienne, et avec un côté sous-bois noble, et des notes de fruits rouges, et une profondeur absolument incroyable. Et ça, c'est quand je l'avais dégusté au restaurant après 1 jour et demi d'ouverture, parce que là, pour la fiche technique, forcément, je l'ai redégusté, et vous m'excuserez, je vais le lire, parce que c'est le genre de vin, vous mettez le nez dedans, et vous pouvez chercher pendant des minutes et des minutes les différentes notes sur lesquelles il vous emmène. Puisque là, rien que pour vous dire, j'ai retrouvé ce côté graines de moutarde à l'ancienne que j'avais adoré, mais j'ai aussi eu de la rhubarbe, de la framboise, du pot pourri, de l'olive noire, du jus de groseille, de la menthe poivrée, du raisin noir frais, et même encore un petit côté Porto Taoni. Au palais, on a beau être sur un assemblage de Grenache Syrah venu de Provence, c'est tout sur la souplesse et surtout sur l'acidité. Je sais que tout au long de cette vidéo, j'ai souvent mis en avant l'acidité des vins. Là, c'est vraiment sur l'acidité. Sachant que l'acidité étant la colonne vertébrale des vins et qui permet le vieillissement, parce que c'est pas que les tanins dans le rouge, on parle très souvent des tanins, mais non, c'est faux. S'il n'y a pas d'acidité, les vins se garderont pas longtemps. Là, je pense que c'est un vin qui peut se garder très longtemps. Dans quel sens ça va partir? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que si aujourd'hui c'est soyeux, c'est velouté et bien intégré, il y a ce côté très nature. Ce qui fait que déjà à l'ouverture, il y a un peu de gaz. Donc si vous l'ouvrez rapidement, vous le carafez, vous le secouez dans tous les sens, faites-vous plaisir. Oui, c'est un vin avec une robe un peu opaque parce que ça n'est pas filtré. Oui, ça peut mettre facilement 2 heures à se dompter. Oui, si vous l'avez reçu et que vous le dégustez 4 heures après, c'est une connerie sans nom, parce que c'est typiquement une cuvée sur laquelle je vous dirais, vous la réceptionnez, vous la mettez à l'horizontale pendant 7 jours dans votre cave à 16 degrés, et après, oui, là, vous pouvez aller l'ouvrir. Mais voilà, j'y ai trouvé de la droiture, j'y ai trouvé une fine astringence, j'y ai trouvé ce côté aérien, et ça a été l'une de mes plus grandes émotions de cette année. J'en ai pris très peu de bouteilles, parce que c'est pas donné, et parce que c'est clairement réservé à un public averti, à des gens qui ont la connaissance de la dégustation. Je trouve que le jeu en vaut la chandelle, mais voilà, je préfère prendre toutes les pincettes avant, parce que si vous êtes quelqu'un de très classique dans le vin, et c'est pas forcément un reproche, je suis pas sûr que ça vous plaira, mais c'est l'une des rares fois où je suis tombé sur un vin avec autant de caractère et de personnalité, mais je comprendrai que cela puisse faire débat. Enfin, je me dois de vous rappeler que tout aussi bon que soit le vin, il contient de l'alcool, et que l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec la plus grande démodération. Buvez moins, mais buvez mieux, et pour boire mieux, une seule adresse, vinstage.com. Merci beaucoup à vous, passez de belles fêtes de fin d'année, et à bientôt!